Est-ce qu'il veut s'en sortir de l'Iran, Donald Trump, ou il veut pas s'en sortir de l'Iran, vous pensez? Hein? C'est comme mon petit doigt me dit qu'il aimerait donc ça que ça soit fini, puis je pense qu'il aimerait donc ça revenir en janvier puis faire d'autres choses que ce qu'il a fait, le Donald. Ceci dit, une entente a été convenue. D'ailleurs, c'est-tu le nouveau traité de Versailles qu'on a signé hier, Luc, la liberté? Tu as remarqué, est-ce que ça se peut, un traité historique signé à Versailles? Nous n'avons jamais vu ça avant dans l'histoire. Nous n'avons jamais vu ça. Et ça s'est très bien terminé la dernière fois, d'ailleurs. on sait que ça tient le coup, hein, ces traités-là. C'est du solide, très bien. Il n'y a plus de guerre après. Non, voilà. Donc, c'était la guerre des guerres, disait-on. En passant, donc, effectivement, signature hier de ce fameux traité. Il est toujours prévu qu'il y ait une rencontre plus officielle vendredi. Nous ne savons cependant pas si le président Trump va y assister parce que dans ses nombreuses entrevues ou extraits qu'on a fait circuler, il a dit « C'est JD qui devrait être là parce que moi, mercredi, je soupe avec M. Macron à Versailles et je suis pas certain que je peux être là vendredi. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle heure se sont étirées les festivités. » Mais il semble que ce soit plus difficile à gérer du côté du président. Maintenant, on vit aux États-Unis, puis bien sûr ailleurs dans le monde, avec la divulgation des fameux points, des 14 points qu'il y avait dans ce protocole d'entente. Et lorsque tu lances la conversation en disant « Est-ce que le président avait hâte de sortir de là? » Moi, je pense qu'on est sur l'autoroute. Ça fait un certain temps qu'on roule avec le réservoir presque vide, ou toi, avec ta charge électrique en bas de 30 %, Francis. Donc, et on voulait la station de recharge ou la station-service la plus proche. Et à la première sortie disponible, on sort. C'est l'impression que ça me laisse. T'aimes-tu mes effets sonores? Matin. Isabelle, elle aime toujours mes effets sonores. J'aimerais ça que tu le refasses pour qu'on l'enregistre. Je l'ai fait très vite pour pas que Sébastien les capture. Non, mais on a un gros budget d'effets spéciaux. Là, c'est Francis qui a une espèce de prime sur son contrat pour ça. Voilà, c'est ce que j'imaginais. Je me disais, on exploite ses compétences transversales. C'est très à la mode ces jours-ci. Donc, bref, l'entente est loin d'être comment dire, j'ai l'impression que c'est très... on n'est pas sur des bases très solides, là, Luc, là, puis notamment le Liban, le nucléaire, il y a un 300 milliards de dollars dont j'entends constamment parler là, pour la reconstruction, pas très clair d'où va venir l'argent. C'est une drôle d'entente qui n'en est finalement pas une, ou c'est juste un échappatoire, comme tu dis, une sortie d'autoroute là, qui n'en est peut-être pas une. D'abord, il ne faut pas, je pense, sous-estimer la portée de ce protocole d'entente, mais ce n'est qu'un protocole d'entente. Donc, il faut qu'il survive, ce protocole d'entente-là. Il faut qu'il y ait ce 60 jours de cessez-le-feu sans écueil majeur. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a dit aussi, ben écoutez, si jamais ça ne fonctionne pas, on va bombarder. Donc, ça nous donne un état des lieux, une déclaration cavalière, comme c'est le cas souvent du président. Mais il y a toujours dans l'angle mort quelqu'un dont on parle de plus en plus souvent et qui ne décolère pas, qui est Benjamin Netanyahou. Si le cessez-le-feu doit s'appliquer, il faut qu'il soit régional. Puis la partie faible là-dedans, bien sûr, c'est le volet Israël. Oui, Isabelle? Mais on a l'impression que c'est Netanyahou qui décide, au fait. C'est lui, on dirait, qui tire les ficelles, non? Voilà, puis hier encore, quand le président Trump en parle, on l'écoute parler de Benjamin Netanyahou, puis il parle de collaboration d'un côté. C'est celui au sujet duquel il avait dit « il n'a no fucking judgment », donc il remettait en question, mais il disait en même temps « il est parfois difficile à négocier, hein, Benjamin ». Moi, je lui ai dit « écoute, on peut y aller un peu plus mollo au Liban ». Donc, c'est la façon toujours presque sympathique de Donald Trump de s'exprimer, mais ce sont des écueils majeurs. Donc, ça plane. Sinon, Francis référait aux 300 milliards de dollars. C'est une des choses qui circulent énormément aux États-Unis. Parce qu'on tente d'expliquer aux Américains pourquoi on s'est livré à 108 jours de guerre et de frappe. Puis quand on regarde le bilan, ce qu'obtient l'Iran et ce qu'obtiennent les États-Unis dans l'échange, c'est très difficile de présenter des gains. Ce qui est un gain, c'est qu'on pourrait arriver à terme, on pourrait arriver à la fin de cette situation-là. Mais la réflexion, bien sûr, qu'on fait tous, c'est pourquoi on est entré là? Qu'est-ce qu'on ressort et est-ce que c'est mieux qu'avant? Et est-ce que ça justifiait entre 50 et 100 milliards de dollars d'investissement, de perte de vie humaine, puis ben, pourquoi pas, parce que nous sommes impliqués là-dedans, de secousses sur l'économie mondiale. Donc, l'Iran semble obtenir énormément à court terme et dans certains cas, on l'obtient tout de suite. Donc, le dégel des avoirs iraniens, le 25 milliards, il y en avait la moitié versé à la signature.
Le 300 milliards, bien sûr que le vice-président J.D. Vance est venu nous dire, oui, mais écoutez, il y a comme c'est comme une récompense au rendement. S'ils respectent, on va avoir des fonds. Mais ces fonds, effectivement, ils ne proviennent pas, ce ne sont pas des fonds américains, ce n'est pas l'argent des payeurs de taxes américains, ça va être des partenaires américains, d'autres avoirs gelés. Mais quel pays perdant dans un conflit obtient autant d'argent pour la reconstruction, en plus d'obtenir des dérogations pour le trafic pétrolier ou pour les échanges de pétrole, et d'avoir déjà ces avoirs dégelés que je mentionnais dès le départ? Et aux États-Unis, justement, il y a des républicains. Donc, oubliez les démocrates ou les progressistes. On dit, bien sûr, il va y avoir des critiques de ce côté-là. Moi, ce que j'observe depuis le début de la matinée, c'est qu'il y a des sénateurs républicains qui sont drôlement pas contents et des représentants à la Chambre des représentants qui ne sont pas contents. Parce qu'une des choses qu'on ne voit pas dans un protocole d'entente et qu'il y avait dans le fameux traité signé par Obama et 5 autres pays en 2015, c'était une série de vérifications. Hein, on s'assure de pouvoir vérifier que l'Iran fait bel et bien ce qui est écrit dans l'entente. Ouais. Comment on va vérifier qu'on dépense bel et bien 300 milliards de dollars pour des écoles, des soins de santé? On a objectivement, clairement perdu énormément par rapport à l'entente d'Obama. Puis M. Trump a beau répéter là, qu'il fera le meilleur deal et tout ça. Un, c'est plutôt une capitulation qu'une entente. Et deux, clairement, comme tu le dis, ça va être très difficile de reconvaincre les Iraniens de laisser entrer des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et Francis, en négociation, quand tu accordes autant dès le départ, que tu remets déjà, par exemple, des milliards entre les mains, c'est un levier de négociation que tu laisses aller. Mais tu comprends pas, Luc. C'est art of the deal. Tu comprends pas. Tu souffres du Trump derangement syndrome. C'est ça le problème. Oui, je le sais. Mais j'ai l'impression, Francis, que les Iraniens ont lu The Art of the Deal et que finalement, ils l'ont mieux appliqué que Donald Trump cette fois-ci. Il nous reste 1 minute, mais je voulais quand même t'entendre parce qu'il y a James Carville, qui est un ancien conseiller de Bill Clinton, qui prédit, en fait, qui dit, là, c'est un démocrate, stratège, mais en fait, qui prédit que Donald Trump pourrait choisir de quitter la présidence avant la fin de son mandat, surtout s'il perd les 2 chambres lors des élections de novembre. Vraisemblable, selon toi, selon ta compréhension et ta connaissance du président américain? Personnellement, je n'y crois pas. Mais James Carville, c'est intéressant, c'est une drôle de bébite politique. C'est à lui qu'on doit la fameuse phrase « It's the economy, stupid ». C'est la phrase qu'il avait lancée à Bill Clinton pour dire « Si on veut gagner aux élections, là, oublie un certain nombre de grandes théories, de grands débats, va sur le terrain puis parle aux gens de l'économie ». Et Clinton était passé maître en la matière. Ouais. Donc, c'est une force, je pense, que lui reconnaissait, démocrate et républicain. Et Carville est devenu ensuite un peu un électron libre. Tantôt, donc, il est marié d'ailleurs à une républicaine, donc une consultante républicaine. Ça rend ce couple-là haut en couleur et intéressant aussi. Mais il s'ouvre souvent la bouche. C'est une grande gueule qui assume pleinement son rôle. Et en entrevue récemment, c'est lui qui a échappé la phrase en disant « Trump, il va s'en aller. Sa vie va être misérable et il va perdre les 2 chambres. Il lui reste quoi? » Moi, je pense, si on regarde son compte en banque, qu'il lui reste énormément à Donald Trump et que jamais il ne va délaisser une position qui enrichit autant sa famille et qui lui donne, malgré des limites évidentes, encore énormément de prestige. Et il faut se rappeler que quand Donald Trump se lance en campagne en 2015, ce qu'il veut faire, c'est vendre son nom, mousser ses hôtels et ses terrains de golf. Peut-on dire qu'il a obtenu un rendement sur l'investissement exceptionnel? Oui. Quand même. Je ne le vois pas quitter, mais quelle mauvaise langue je fais. Quand même, Luc. Merci beaucoup d'être avec nous. On te retrouve demain pour de nouvelles aventures américaines. Bonne fin de journée.